Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus au congrès de Marrakech, 29 et 30 mai, à Marrakech, donc pour l'APLF, qui va donc reprendre ses activités de congrès, et ensuite ce sera à Tunis, puis à Dakar. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des intolérances alimentaires chez l'enfant. C'est important parce que, vous savez, c'est un mot qui est totalement galvaudé. Quand on ne sait pas, on dit il est intolérant. Non, la médecine, c'est une science précise et il y a des allergies, des intolérances. En effet, globalement, quand un enfant réagit à un aliment, quelle que soit sa réaction, il y a tout ce qui est immunologique, donc soit allergique, et là, effectivement, il y a beaucoup d'allergies alimentaires dont on ne connaît pas encore exactement les mécanismes, et notamment les infiltrations éosinophiliques, voire le CIPA, soit une maladie cœliaque, qui est donc une réaction immunologique un peu particulière. Celle-ci, on ne va pas les traiter aujourd'hui, c'est immunologique. On va traiter aujourd'hui ce qu'on appelle les intolérances. Les intolérances, c'est toutes les réactions à un aliment qui ne sont pas immunologiques. Et on va voir trois parties. Ça peut toucher soit les glucides, soit l'hypersensibilité au gluten, soit, je ne sais pas pourquoi c'est coupé, des substances chimiques. Alors, on commence par les intolérances aux glucides. Là encore, on va les distinguer en deux parties. Une première partie qu'on va traiter assez rapidement, qui sont dans le cas des intolérances, puisque effectivement ces patients ne tolèrent pas certains glucides, mais elles sont d'origine congénitale, donc génétique. Et puis on insistera surtout, puisque c'est ça qui vous intéresse ici, sur les non congénitales. Et vous voyez que les intolérances, c'est très limité. L'intolérance au lait, ça n'existe pas. Soit on est intolérant au lactose, soit on est allergique aux protéines de lait. Alors tout d'abord, et assez rapidement, donc, les principales maladies congénitales d'intolérance au sucre. On a tout d'abord le déficit en lactase, la vraie intolérance primaire au lactose. Elle est totalement exceptionnelle, j'en ai jamais vu. C'est une maladie donc qui touche le gène qui code pour la lactase. Les enfants ne peuvent pas absorber le lactose dès la naissance. Je vous rappelle que 85 à 90% des glucides du lait de mère sont du lactose. C'est une maladie autosomique récessive totalement exceptionnelle qui donne une diarrhée néonatale et qui demande des régimes sans lactose quand on a fait le diagnostic. Un peu moins rare peut-être la malabsorption du glucose qu'à lactose. J'en ai vu 3 cas. Premier cas décrit à l'hôpital Trousseau par feu le professeur Polonowski, que certains ont peut-être connu. Il avait publié dans les archives de pédiatrie et quelques semaines plus tard, les Américains ont publié dans Gastroenterology et tout le monde croit que c'est les Américains qui ont trouvé cette maladie, mais c'est français. Donc c'est une maladie génétique qui touche le gène SGLT1 qui est ici, qui permet l'absorption du glucose et du galactose. On va le voir tout à l'heure, il y a 2 récepteurs pour être très simple, il y a 3 glucides, vous savez, qui sont absorbés au niveau de l'intestin, le glucose, le galactose et le fructose. Que vous mangiez du pain ou que vous buviez du soda, le glucose et le fructose, c'est exactement le même. Donc là, c'est cette partie-là qui est touchée, et on le verra tout à l'heure, le fructose est absorbé par, heureusement, un autre récepteur. Donc c'est une maladie très rare, qui donne aussi une diarrhée néonatale sévère, très sévère, dès les premiers biberons. Ça s'améliore un peu avec l'âge, c'est des individus qui ensuite tolèrent heureusement pour eux un peu plus de glucose-galactose, il y en a partout du glucose, et on leur donne des régimes sans glucose et sans galactose. Donc à la naissance, pour les premiers mois de vie, il y a des laits spéciaux dont l'unique glucide est le fructose. Et donc c'est permis par le fait, encore une fois, que l'absorption du fructose se fait par un autre récepteur que celui du glucose-galactose. L'intolérance au fructose héréditaire, on va en parler un peu plus tout à l'heure, pardon, pas héréditaire, à ne pas confondre avec l'intolérance héréditaire au fructose, qui est une maladie hépatique, qui n'a absolument rien à voir avec l'intolérance au fructose, qui est une maladie digestive intestinale. Enfin, peut-être la moins rare des intolérances d'origine congénitale, le déficit en saccharase isomaltase, qui est aussi une maladie autosomique récessive, mais vous voyez, 1 sur 5000 en Europe, peut-être que c'est plus ou moins fréquent ici. Et là, la maladie touche la saccharase, mais aussi l'isomaltase. La saccharase, c'est l'enzyme qui hydrolyse le saccharose. Le saccharose, je vous rappelle, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose. Donc, lorsqu'on va manger du saccharose, c'est-à-dire du sucre,
eh bien, le saccharose ne va pas pouvoir être hydrolysé, et ça va donc donner une diarrhée lors de l'introduction du saccharose. Et Marc, je crois que tu as présenté avant-hier un enfant qui avait des laits infantiles, donc qui n'avait pas de saccharose, mais qui a eu de la diarrhée et donc qui avait du saccharose. Généralement, c'est à l'introduction des compotes où il y a du saccharose, donc du sucre, donc lors de la diversification que c'est révélé. Alors ce serait sûrement un peu plus fréquent, et dans un article récent du New England, on pense même que certains intestins irritables, alors vous savez que c'est très fréquent l'intestin irritable, hein, c'est près de 20% de la population, certains intestins irritables seraient des déficits à minima en saccharase isomaltase, on va y revenir, c'est les fameux FODMAPs. Et il y a le régime, c'est bien sûr un régime pauvre en saccharose, et j'ai mis en fructose, mais j'ai eu tort, c'est en saccharose, et on va ajouter la saccharosidase, qui est une enzyme qui va un peu remplacer la saccharase, et qui va permettre à ces patients de mieux tolérer. Bon, tout ça, c'était assez rare, et donc ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est toutes ces maladies non congénitales, avec l'intolérance au lactose, au fructose et les oligosaccharides et les polyols. Le tout étant inclus dans ce qu'on appelle les FODMAPs, on y reviendra. Alors tout d'abord, l'intolérance au lactose. J'en entends régulièrement, on m'adresse un enfant en disant, voilà, il a 1 an, il est intolérant au lactose. Alors vous savez, ou vous ne le savez pas, d'abord il y a des intolérances, excusez-moi, il y a les intolérances secondaires au lactose, qui elles, bien sûr, sont fréquentes, à la suite d'une diarrhée aiguë sévère, c'est-à-dire 1% des diarrhées aiguës de l'enfant. C'est une résolution rapidement résolutive qui demande juste une exclusion transitoire du lactose. Et puis, de manière plus anecdotique, je vais dire, dans les maladies cœliaques non traitées, donc le temps que les entérocytes se régénèrent, ou dans certaines maladies de Crohn. Celles-ci, elles ne sont pas très, très intéressantes. Donc, ce qui est surtout intéressant, c'est cette fameuse intolérance au lactose, qui est fréquente, qui est une maladie génétiquement déterminée, et qui fait que l'être humain qui a cette anomalie-là a sa lactase qui, avec l'âge, va devenir non fonctionnelle. Et donc, petit à petit, les adultes ne vont pas, ou les grands-enfants ne vont pas supporter le lactose. Mais la sélection génétique des individus a fait que ceux qui avaient une intolérance primitive au lactose, donc ce n'était pas celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais pas celle-ci, c'est-à-dire, là c'est une intolérance où les enfants naissent avec une activité lactasique normale, et avec l'âge, l'activité lactasique diminue à un certain âge. On va y revenir tout de suite. Et là, il y a une sélection génétique au fil des millénaires, et globalement, les ancêtres qui ont vécu d'élevage, donc de lait, ont beaucoup moins sélectionné ces anomalies-là, donc le gène CC, que les populations qui ont moins vécu d'élevage, donc moins de lait. Et globalement, vous voyez, il y a un gradient nord-sud, c'est-à-dire que dans le nord de la planète, on a plutôt des gènes TT, c'est-à-dire des gens qui tolèrent le lactose jusqu'à la fin de leur jour, ou presque, alors que dans le sud, notamment dans votre pays, on a plutôt des gènes CC, on peut avoir bien sûr les deux associés CT, et ceux-là ont rapidement une dégénérescence, on va dire, de l'activité lactasique, et donc à partir d'un certain âge, ils ne tolèrent plus le lactose. Alors à partir de quel âge ? Eh bien, l'intolérance au lactose, je vais être un peu radical, parce que la médecine n'est jamais du 100%, mais pour que les choses soient plus claires, l'intolérance au lactose n'existe pas avant 5 ans. Donc comme ça, que les choses soient très claires, quand on m'envoie un enfant de 1 an en disant il est intolérant au lactose, non, on verra ce que c'est probablement l'intestin irritable. Mais il n'est pas intolérant au lactose tel qu'on le conçoit ici. L'intolérance au lactose donc, commence vers 5 ans, s'aggrave avec l'âge, avec différents phénomènes qui peuvent intervenir. Bien évidemment, le génotype, c'est l'élément principal, on vient d'en parler. La consommation de lactose entretient l'activité lactasique. Donc c'est important de continuer régulièrement à boire du lait si on veut maintenir son activité lactasique. Le temps de transit, aussi génétiquement déterminé, on va y revenir, mais le temps de transit est variable d'un âge à l'autre, mais aussi d'un individu à l'autre. Bien sûr, le microbiote intestinal, quand on ne sait pas d'ailleurs, on en parle. Tous ces éléments entretiennent ou pas l'activité lactasique, mais retenez que l'intolérance au lactose n'existe pas avant 5 ans, donc ce n'est plus la peine d'évoquer ce diagnostic chez un enfant de moins de 5 ans. Quand on n'absorbe pas le lactose,
quand on ne digère pas le lactose, je vous rappelle, c'est une molécule de galactose, une molécule de glucose, qui est donc hydrolysée dans le grêle par la lactase, qui va libérer le glucose et le galactose. Lorsque le lactose n'est pas digéré, il arrive dans le côlon, et là, c'est le festin pour les bactéries coliques qui vont pouvoir utiliser ce lactose, hydrolyser le lactose et l'utiliser, apporter. Donc, quand les bactéries font un festin, elles dégagent des gaz, elles dégagent des acides gras volatiles, donc à chaîne courte. Tout ça, ça va être irritant, ça va donner des douleurs, ça va donner une diarrhée, et ça arrive, vous voyez, très tôt. Je vous rappelle que le temps de transit orocécal, c'est-à-dire ce que vous mangez au moment où il se retrouve dans le sécom, c'est chez un adulte de 3 heures, c'est très rapide. Le temps de transit colique étant d'environ 24 à 48 heures selon les individus. Donc c'est très rapide un temps de transit. Chez le nouveau-né, c'est une demi-heure à peine. Donc ça traverse très rapidement l'intestin grêle. Donc vous voyez, 1 à 3 heures plus tard, le lactose se retrouve dans le côlon, il est fermenté et il donne les symptômes qu'on connaît. Comment on fait le diagnostic? Eh bien, c'est simple, on va donner du lactose, 1 gramme par kilo, sans dépasser 50 grammes, et puis on va mesurer l'hydrogène expiré. L'hydrogène expiré, l'être humain, enfin, les eucaryotes ne sont pas capables de fabriquer d'hydrogène, seules les bactéries peuvent le faire. Et donc, c'est la courbe qui est en bas. Normalement, quand le lactose est digéré, il n'arrive pas au niveau du côlon, et donc il n'y a pas d'utilisation bactérienne de ce lactose et pas d'émission d'hydrogène. Alors qu'en cas d'intolérance au lactose, vous voyez, au bout de 90 minutes, 1h30, 2 heures, on va avoir déjà une utilisation du lactose par les bactéries, donc un lactose qui n'a pas été digéré dans le grêle, et on va voir apparaître donc l'hydrogène à ce moment-là. La courbe du haut, je la commande parce qu'elle est ici, c'est en cas de pullulation microbienne, cette fois de pullulation microbienne du grêle, et c'est pour ça que le lactose est digéré plus tôt, mais ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Le traitement, c'est quoi? On va diminuer, bien sûr, les apports en lactose. Vous avez ici tout ce qu'on peut utiliser, des moins riches en lactose, donc les préparations infantiles appauvries. En France, on a des laits qui se vendent dans supermarchés, enfin dans les grandes surfaces, matin léger, pâturage digestion légère, je ne sais pas si vous avez ça ici, c'est des laits qui sont appauvris en lactose. Ensuite, on a les fromages à pâte dure, puis les fromages à pâte molle, puis le yaourt, petit suisse, fromage frais, crème dessert, et bien sûr le lait à l'extrême. Et là, c'est très variable d'un individu à l'autre, donc on va tester. Il y en a qui vont être obligatoirement avec du matin léger uniquement, qui ne vont même pas tolérer les fromages à pâte molle, mais la plupart quand même tolèrent tout ça, jusqu'au yaourt, les petits suisses étant un peu plus riches en lactose. Donc il suffit simplement de diminuer les quantités ingérées et adaptées individuellement. Je vous rappelle que le lait et les produits laitiers sont indispensables pour assurer les apports calciques d'un individu. C'est pour ça que toutes les sectes qui imposent des régimes sans lait, ils vont tous se casser au cours de leur existence, tant mieux. Et donc, il faut pas oublier de compenser. On peut les compenser soit en donnant des eaux minérales riches en calcium, notamment chez les adolescents, sinon, sans hésiter, les supplémenter. D'ailleurs, le génotype CC, c'est-à-dire ceux qui sont intolérants au lactose, donc qui ont une dégénérescence rapide de l'activité lactasique, ils ont des apports moindres en calcium. Je vous rappelle juste les besoins en calcium qui sont très très élevés, notamment chez l'adolescent, 1200 mg, c'est énorme. Je vous rappelle que c'est 1 litre de lait, l'équivalent d'1 litre de lait. Voilà pour le lactose, donc qui est le plus connu et le plus débattu. Maintenant, la tolérance au fructose, qui est sûrement moins connue et qui pourtant est assez fréquente, enfin qui n'est pas exceptionnelle. Le fructose, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est absorbé de 2 façons. Soit par GLUT5, qui est ici, GLUT5, donc qui est directement absorbé. Et dans l'intolérance au fructose, il y aurait une saturation de GLUT5, c'est-à-dire très rapidement, quand il y a trop de fructose, eh bien, le GLUT5 n'est plus capable de suivre et le fructose n'est plus absorbé au niveau intestinal. Ce serait probablement génétiquement déterminé, on n'en a pas encore la preuve. Et puis, il y a un deuxième mécanisme, c'est que GLUT2. GLUT2 est un cotransporteur glucose-fructose qui est au pôle basal de la cellule et qui migre vers le pôle apical pour permettre l'absorption du glucose et du fructose. Mais cette migration est surtout induite par le glucose et non pas par le fructose. Et donc, dans l'intolérance au fructose, il pourrait y avoir aussi une faible migration de GLUT2 qui va donc diminuer encore l'absorption du fructose.
lorsqu'on mange trop de fructose par rapport au glucose, c'est-à-dire que quand on mange beaucoup de glucose, le glucose va permettre cette migration, et donc cette migration va aussi permettre l'absorption du fructose qui est ingéré en même temps que le glucose. Mais lorsqu'on mange trop de fructose et peu de glucose, eh bien cette migration ne va pas se faire et donc l'absorption va être mal faite. Donc ces deux anomalies peuvent expliquer, et typiquement je vais revenir, mais c'est des enfants qui vont avoir des symptômes et ça apparaît très tôt. Généralement, moi ceux que j'ai vus, ils avaient 2-3 ans et ça s'améliore aussi avec l'âge, la tolérance s'améliore avec l'âge. Donc les symptômes, c'est des enfants qui vont avoir, au moment de l'absorption de grandes quantités de fructose, par exemple un jus de pomme, le jus de pomme est très très riche en fructose, plus riche que le Coca-Cola par exemple, donc ils vont avoir des grandes quantités de fructose et ils vont avoir des douleurs, diarrhée, douleurs abdominales, pareil, 1 à 3 heures après la charge en fructose, mais encore une fois, c'est des jeunes enfants. En réalité, quand on les retrouve, ceux-là, vers 15, 16 et 17 ans et à l'âge adulte, ils savent que lorsqu'ils mangent une grande quantité de fructose, notamment lorsqu'ils boivent beaucoup de jus de pomme, le jus de pomme, encore une fois, est très riche en fructose, eh bien, ils ont des signes digestifs. Autant chez le petit, c'est des signes digestifs qui peuvent être assez bruyants, autant après, on tolère, on a un peu mal au ventre, une petite diarrhée, et les choses passent. Le diagnostic se fait de la même façon, par une épreuve donc, de charge en fructose, cette fois avec des quantités un peu moindres de fructose, 500 mg par kilo de poids sans dépasser 25 grammes, et vous voyez, vous allez avoir aussi la même chose, c'est-à-dire le fructose ne va pas être mal absorbé au niveau du grêle, il va arriver au niveau du côlon, ça va faire un festin pour les bactéries qui vont sécréter de l'hydrogène, alors que là, sinon, on ne va pas avoir de sécrétion d'hydrogène. Donc c'est des tests extrêmement simples à faire qui peuvent se faire même chez le nourrisson, puisqu'il suffit de recueillir l'air expiré. C'est quoi le traitement de l'intolérance au fructose? Ça va être bien évidemment une limitation du fructose. Alors le fructose, ça vient de fruits, donc c'est essentiellement les fruits. Alors, je vous les ai cités ici, ceux qu'on peut éventuellement utiliser, qui sont moins riches en fructose, les jus de fruits, très riches en fructose, certains légumes, et tous les produits riches en sirop de glucose fructose. Vous savez, le sirop de glucose fructose, c'est quelque chose qui fait très peur aux gens, puisque c'est industriel, on prend généralement de l'amidon de blé ou de maïs surtout, donc c'est des chaînes de glucose, on hydrolyse, donc ça libère du glucose. Ensuite, une partie du glucose, à peu près la moitié, est isomérisée en fructose, c'est-à-dire il est transformé en fructose. Et à ce moment-là, donc on a du glucose et du fructose. Et comme c'est industriel, ça fait très très peur. Mais je vous rappelle que la nature n'a prévu qu'une seule molécule de glucose et qu'une seule molécule de fructose. Donc ce fructose dit industriel dans le sirop de glucose fructose est exactement le même que celui qui se trouve dans les fruits. Exactement le même. Donc cette peur de tout ce qui est industriel est complètement stupide au niveau biochimique. Voilà, c'était juste un petit plaisir que je me fais là en passant. Donc, aucun de ces aliments ne doit être interdit, ils doivent juste être réduits. C'est-à-dire qu'ils peuvent tolérer une petite quantité de ces aliments, il y a juste des grosses quantités qu'ils ne tolèrent pas, et la tolérance augmente avec l'âge. Enfin, dernière intolérance glucidique, les oligosaccharides et les polyols. Et là, on a deux types d'oligosaccharides et les polyols. On a les fructans, qui sont des polymères de fructose, qui sont quasiment pas absorbés par l'être humain. Donc les plus connus, c'est l'inuline, l'oligofructose et les fructo-oligosaccharides. On en trouve surtout dans le blé, c'est pour ça que le blé fait partie des FODMAPs et d'autres aliments qui sont cités ici. Le galactan, cette fois, c'est des polymères de galactose, par exemple de la raffinose, stachyose et les galacto-oligosaccharides qu'on trouve dans les laits infantiles, là c'est surtout les légumes, les légumineuses et les fruits à coque. Et puis on a les polyols qui sont cette fois des alcools de sucre. Et là, certains individus peuvent les absorber. Les plus connus, c'est le sorbitol, mannitol et le xylitol. Et on trouve ça notamment dans les sodas édulcorés ou certains fruits ou légumes. Mais en réalité, tous ces enfants qui disent « moi je suis intolérant à ci, je suis intolérant à ça », en réalité ils ne sont pas intolérants réellement à ces aliments au point de vue tel que je vous ai montré pour l'intolérance au lactose ou l'intolérance au fructose. Ils ont simplement un intestin irritable. Et dans l'intestin irritable,
on retrouve tout ce que je viens de vous dire. On retrouve le fructan, les fructans, les galactans, le lactose, le fructose et les polyols. Donc, quand on dit il est intolérant à ça, en réalité, il a un intestin irritable, et les intestins irritables ont de diverses manières des intolérances à tel ou tel aliment. Donc, c'est des intestins irritables, ce n'est pas des vraies intolérances à proprement parler. Deuxième intolérance d'origine non immunologique, c'est l'hypersensibilité au gluten. Bon, je vais aller très très vite, puisqu'on n'a pas le temps de développer comment l'hypersensibilité au gluten. Je vous rappelle que c'est une entité purement clinique, c'est-à-dire des enfants ou des adultes surtout, qui disent « moi quand je mange du blé, parce que c'est du gluten mais surtout du blé, je ne vais pas bien, quand je le retire, je vais mieux ». On a éliminé les vraies maladies liées au blé, la maladie cœliaque et l'allergie au blé, et il n'y a aucun marqueur, donc c'est purement à l'interrogatoire. On ne connaît pas exactement l'origine de l'hypersensibilité au gluten, mais il y a sûrement une part d'allergie au blé qui n'est pas connue, en tout cas une allergie atypique au blé. Il y a sûrement une partie de maladie cœliaque latente, parce qu'une partie non négligeable de ces enfants développe secondairement une maladie cœliaque, alors que par définition, ils ne l'ont pas au moment du diagnostic, mais surtout, les principaux sont comme les autres, ils ont un intestin irritable, et donc les fructans qui se trouvent dans le blé, qui font partie des FODMAPs, c'est ça qu'ils ne tolèrent pas. Ça n'a donc rien à voir avec le gluten, qui je vous rappelle est une protéine, mais avec les fructans, c'est-à-dire des glucides non digestibles du blé. Mais donc la plupart de ces enfants intolérants au gluten, ce que je viens de vous dire, ont un intestin irritable ou un simple effet placebo, parce que vous voyez, il y a peu d'études pédiatriques, mais dans cette étude pédiatrique de 31 enfants de 11 ans qui étaient suspects d'hypersensibilité au gluten, on essaie de le démontrer, on leur retire le gluten en ouvert, vous voyez qu'il y en a déjà 3 qui ne s'améliorent pas, donc ça n'était pas une hypersensibilité au gluten. Parmi les 28 enfants restants, on leur donne en double aveugle et en crossover soit une capsule de gluten, l'équivalent d'une baguette entière de pain, soit un placebo. C'est en aveugle, et vous voyez qu'il y en a qu'environ un bon tiers qui réagissent, c'est-à-dire que les autres soit réagissent au placebo, soit ne réagissent à aucun des deux. Donc ce n'est pas le gluten qui est en cause ici, on est vraiment dans une situation d'intestin irritable le plus souvent. Et enfin, pour terminer, il y a aussi les intolérances à certaines substances chimiques. Donc on peut en mettre beaucoup, mais j'ai mis les 2 principales. La plus connue, c'est bien sûr l'histamine. Et là, ce n'est pas une allergie. Ça mime une allergie, mais ça n'est pas une allergie à proprement parler. Ce sont des aliments qui vont soit être riches en histamine, et donc c'est l'histamine de cet aliment qui va provoquer les anomalies, soit qui vont provoquer une libération d'histamine. Et on a parallèlement un déficit des systèmes qui vont dégrader l'histamine, ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'histamine qui ne va pas être beaucoup dégradée. Et vous avez ici tous les aliments, je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui sont comme ça. Donc lorsque vous mangez un de ces aliments, le plus classique, il y a par exemple le gruyère, que je n'ai pas mis là, et aussi dans certains fromages, il y a certains aliments qui peuvent, le chocolat, qui peuvent provoquer donc ces petits picotements assez caractéristiques. Et puis enfin, il y a le glutamate. Le glutamate qui est une substance, un condiment, on va dire, qu'on peut mettre, c'est assez connu. Donc il y a certains fromages, tomates, raisins, betteraves, champignons qui peuvent donner ça. Et puis les restaurants chinois utilisent beaucoup de glutamate et c'est des individus. Des restaurants chinois, il y en a partout, donc il doit y en avoir au Maroc, où qu'on aille, on a des restaurants chinois. Donc, c'est des individus qui, après avoir été dans un restaurant chinois, ont des symptômes assez désagréables, et c'est une espèce d'intolérance aussi. Donc, pour terminer dans les temps, les messages à retenir, c'est que, 1, l'intolérance au lactose n'existe pas avant l'âge de 5 ans. Chez ces intolérants au lactose, ne pas oublier de supplémenter en calcium. L'intolérance au fructose, je suis sûr que vous en avez vu, donc c'est surtout chez le jeune enfant, mais ça s'estompe avec l'âge. Enfin, la plupart de ces enfants qui se disent intolérants aux aliments ont en fait un simple intestin irritable. Voilà, je peux terminer avec 15 secondes d'avance, je vous remercie.